Notre femme manager m'intrigue en ce moment. Il est irritable, grognon et il accueille mal le public. La dernière fois, quelqu'un lui a encore posé cette question qu'il ne supporte pas. J'ai entendu dire qu'on pouvait imprimer une arme ici. Si tu veux imprimer, envoie-moi un fax. En fait, je sais pas si Georges est un bon femme manager. Bonjour amis bidouilleurs et bidouilleuses. Vous cherchez un endroit où vous avez accès à des machines numériques, des outils, de l'électronique, d'autres gens qui font des choses trop bien comme vous? Eh ben ça tombe bien, parce que c'est le sujet de cette vidéo. Il existe de plus en plus de lieux en France ou dans le monde qui mettent à disposition des machines numériques au public. Parmi ces lieux, les Fab Labs, ou Fabrication Laboratory, ou Laboratoire de fabrication en français. Il en existe partout dans le monde et celui qui est à l'origine du concept est Neil Gershenfield. Les Fab Labs suivent une charte écrite par Gershenfield et qui donne les grandes lignes. Les trois principes de base d'un Fab Lab sont Learn, Make, Share. On va aborder ça plus en détail. Avant d'utiliser les jouets d'un Fab Lab, il faut quand même savoir s'en servir. Pour apprendre, on a plusieurs moyens. On peut se taper des heures de tutos sur le net ou aller dans un Fab Lab. En fait, il vaut mieux apprendre les bases de la programmation, de la 3D, de la 2D ou de n'importe quoi d'autre, avec des vraies personnes pour avoir une base. Avec cette base, on s'améliore ensuite beaucoup plus rapidement, tout seul, ou on peut aussi revenir dans un Fab Lab. Il y a plusieurs manières d'apprendre dans un Fab Lab. Vous pouvez vous inscrire à des cours ou simplement discuter avec des gens sur place. Voire proposer une session en mode relax avec ceux qui veulent participer. On galère moins quand on galère à plusieurs. Fabriquer, construire. À la base, on est quand même là pour ça. Dans un Fab Lab, on ne fait pas faire, on fait soi-même. Ça veut dire qu'on a accès à toutes les machines. Bien sûr, il faut apprendre à s'en servir avant. Et ces machines, c'est pas la scie sauteuse à 10 € du camion. C'est des machines numériques comme celles que je vous ai présentées dans mes 3 premières vidéos. On trouve l'imprimante 3D, la fraiseuse numérique et la découpe laser. Mais aussi d'autres jouets comme la découpe vinyle, la thermoformeuse et les cartes électroniques programmables. Oui, des Arduino si tu veux. Et ouais, mon coco, c'est pas ton atelier tout pourri là. Non, mais attendez, ça c'est le mien. Il faut quand même noter que tous les Fab Labs n'ont pas forcément toutes les machines, parce que ça coûte cher de s'équiper. Toujours dans le Make, on trouve aussi l'organisation de workshops, qui sont des sessions de travail en groupe autour d'un thème donné. On préfère dire workshop que session de travail en groupe, parce que c'est quand même plus classe. Oups. Share, c'est le partage. Si vous avez suivi ma précédente vidéo, vous devrez déjà savoir que le partage, c'est la vie. Partager les plans d'un objet sous licence libre ou open source ne ruine pas le créateur, il peut même parfois se faire de l'argent et ça lui permet d'avoir des retours sur ses créations. Partager, c'est avoir des retours d'une communauté pour améliorer et faire grandir son projet qui peut prendre une ampleur inattendue. Ou ça peut être nul et auquel cas tout le monde s'en fout. Ça arrive aussi. Tous les Fab Labs ont à peu près les mêmes outils, ce qui fait que si on peut fabriquer un objet dans un Fab Lab, on peut faire le même dans un autre Fab Lab. Arthur, qui a été bénévole dans un Fab Lab en Inde, nous explique. C'est que c'était régi par une charte, une espèce de code qui permettait à tous ces ateliers qui sont ouverts au public et qui utilisent des machines à commande numériques de collaborer ensemble. C'est-à-dire on peut faire un projet en Amérique du Sud et l'imprimer en Chine. C'est surtout ça qui m'a intéressé, c'est ce même code qui permet à tous ces établissements de travailler d'avoir une vraie coordination. Le savoir ne se divise pas, il s'additionne. Si je partage ce que je sais, je rajoute ma pierre à la somme globale des savoirs accumulés. Le fait d'avoir des lieux qui à travers le monde peuvent se reconnaître et obtenir les mêmes résultats favorise l'échange de savoir. Et ce savoir est disponible pour tous, donc on peut... Non, mais là, attends, tu peux pas tout apprendre, c'est pas possible. Attends, fais gaffe, attention. Oh le c... Les pros peuvent venir dans un Fab Lab, il existe même des entreprises qui ouvrent leur propre Fab Lab. Après, peu d'entre eux sont ouverts au public, donc est-ce que c'est vraiment un Fab Lab? La question se pose. Vous avez 2 axes au niveau professionnel. Le premier, c'est pour les grosses boîtes. Le Fab Lab est un endroit privilégié pour créer et développer ce qu'on appelle les signaux faibles. Dans le langage de l'innovation, un signal faible, c'est une idée, une tendance qui annonce quelque chose de nouveau. En gros, un signal faible, c'est quelque chose qui peut potentiellement rapporter du pognon ou en faire perdre, si c'est la concurrence qui s'en empare. Un Fab Lab dans une entreprise est pensé au sens de créer les conditions pour faire apparaître des idées et les expérimenter pour en choisir quelques-unes. C'est un lieu qui est en dehors des contraintes habituelles de l'entreprise, plus cool, où on peut faire des erreurs, où on peut essayer des choses qu'on n'aurait pas essayées en temps normal. Le deuxième axe porte plus sur l'accès aux petites et très petites entreprises, à du matériel et surtout à des connaissances.
Le pro peut louer du matériel, recevoir des conseils, organiser des workshops ou apprendre des techniques, comme la modélisation 3D par exemple. Comme ces deux exemples le montrent, il est possible d'envisager un Fab Lab sous plusieurs angles. Et le fait qu'on trouve désormais des Fab Labs un peu partout crée autant de visions différentes qu'il y a de Fab Labs. C'est ce qui fait la force du mouvement, sa capacité à avoir d'innombrables points de vue sur le do-it-yourself, sur la professionnalisation ou encore la technologie. Car de mon point de vue, le plus important dans un Fab Lab, c'est pas d'avoir la dernière machine à la pointe ou 5 hectares de locaux, même si ça serait super cool, mais c'est d'avoir des outils pour expérimenter et mettre en débat des évolutions technologiques. Vers où va le do-it-yourself? Comment rendre vraiment citoyenne la ville du futur qui sera de plus en plus connectée et surveillée? Que peut-on faire des drones? Comment faire pour développer des objets libres et open source? Comment s'emparer de la technologie? Mon cul sur la commode? Un Fab Lab, c'est donc un espace où on fait en sorte que tout le monde arrive sur un pied d'égalité en termes d'accès aux machines et au savoir. Bien entendu, il y en a qui savent plus que d'autres, mais on invite ces derniers à expliquer à ceux qui ne savent pas. Ensuite, on mélange ceux qui ont des impératifs de résultats avec ceux qui en ont pas. Les premiers peuvent très bien bosser seuls ou faire appel à de l'aide sur des points précis. Les seconds ne se sentent pas exclus du processus de création. Pour Laurence, au Fab Lab de Dijon, c'est le plus important. Pour moi, un Fab Lab, ça doit être ouvert à tout le monde et un des points les plus importants, c'est qu'on ne doit pas juger les projets des gens. On a le droit de faire ce qu'il veut. Tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut. On ne viendra pas vous dire ce que vous faites n'est pas bien, sauf si bien sûr c'est une arme. J'ai pu rencontrer des gens qui animaient un Fab Lab en Inde. Et on retrouve aussi cette volonté de rendre vraiment le lieu accessible. I feel a Fab Lab is a place where people share. So it's not about teaching, it's more of sharing. First thing. Second, it's about freedom and respect to each other. In general, I feel really happy about Fab Labs because it respects everyone's freedom of learning things and more like sharing. From my view, I think that the Vigyan Ashram Fab Lab is a platform for rural student villagers to get together, make something new thing, exciting thing, and whatever they think, let's make it happen. And there is many students have very good ideas and innovation kind of things. So they came in a Fab Lab and just make it in a working model. Dans ce genre de lieu, on dit qu'on travaille seul en groupe. Dit comme ça peut paraître paradoxal. Mais en fait, on est plus motivé et on avance mieux dans un espace collectif où les autres ne font peut-être pas la même chose, mais comprennent ce qu'on fait et portent de l'intérêt à ce qu'on fait. Et travailler seul ne veut pas forcément dire qu'on ne va pas aussi pouvoir travailler en groupe de temps en temps. Le réseau permet justement de pousser les idées. Alors pour moi, c'est le collectif en fait, c'est d'être ancré quelque part, monter un collectif et ensuite de pouvoir se connecter à l'ensemble des autres Fab Labs, apprendre collectivement des choses. C'est pour ça que je fais la Fab Academy aussi, c'est pour pouvoir apprendre du réseau et puis ensuite connecter le local, c'est de rassembler. Dans la même thématique, c'est l'émulation entre les personnes, c'est faire se rencontrer des personnes d'horizons différents et de voir un peu ce que ça peut créer ensemble, qu'est-ce qui peut en sortir, quels sont les projets qu'on peut réaliser. Et c'est aussi le but du FAB10 ou d'autres conventions de ce type, c'est de réunir aussi plein de gens et de voir un peu ce qui en sort et créer un réseau. Et tout ça comme venir régulièrement, participer à la vie du lieu, concevoir avec les conseils des autres, avoir accès aux machines, crée forcément à un moment ou à un autre du débat. Si on crée un dispositif de surveillance par exemple, ça peut aller de la pertinence technique du dispositif, pourquoi j'utilise cette caméra au lieu d'une autre, comment faire telle ou telle chose, jusqu'à la pertinence du dispositif lui-même. Est-ce que j'ai besoin de filmer chaque recoin des alentours de ma maison? Est-ce que si je filme dans la rue, je ne porte pas atteinte aux libertés individuelles? Et si un invité dans ma maison ne veut pas être filmé? Cette émulation pousse aussi des pratiques et des designs particuliers. On reconnaît de suite un objet fabriqué dans un lieu comme un Fab Lab. Découper du bois au laser est une des pratiques les plus courantes. Ça crée un véritable style visuel. Certains vont détester et essayer de trouver d'autres techniques, d'autres vont trouver ça cool parce que ça fait une sorte de style commun. L'impression 3D donne ce même genre de résultat. Aussi, certains makers font des liens avec le jeu vidéo, ou une culture de l'épuré, ou encore du fonctionnel, du modulable. Et c'est là que se trouve quelque chose qui à mon avis est très intéressant. Si on suit ce type de raisonnement, on ne cherche plus à fabriquer comme ce qui se trouve dans le commerce, mais on cherche véritablement à inventer des choses qui sont typiquement sorties d'un Fab Lab. On retrouve donc les prémices d'un style qui demande à être approfondi, transgressé, retourné et aussi à voir d'autres styles apparaître au fur et à mesure. Mais au-delà des n'y voir que des effets visuels, c'est aussi un espace de diffusion et d'expression qui se met en place. Espace d'expression artistique et espace d'expression critique, politique, alternatif, écologique. Et pour finir, je préciserai que les Fab Labs ne sont pas les seuls lieux où sont mis à disposition des machines.
On trouve d'autres types de lieux de fabrication numérique ouverts à tous, comme les hackerspaces, les makerspaces ou encore le projet Usinette. Et j'en oublie sûrement. Les hackerspaces feront l'objet d'une vidéo. Sachez que tous ces lieux proposent l'accès à un atelier, mais qu'ils ont leur philosophie propre. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo et n'hésitez pas à passer dans le Fab Lab le plus proche de chez vous.